Dans la série des émissions consacrées aux sciences parallèles, nous allons aborder aujourd'hui les phénomènes paranormaux. Vous constaterez qu'une sorte de logique nous conduit à parler à la fin, dans cette dernière émission, des phénomènes paranormaux. Si vous vous souvenez ce que nous disions à la fin de l'émission consacrée à l'alchimie, vous vous rappellerez que nous disions que ce qui caractérisait l'alchimie, c'est qu'en fait, ce n'était pas tellement la science qui était importante que le savant, en tant que réceptacle des forces cosmiques infinies. Eh bien aujourd'hui, dans les phénomènes paranormaux, c'est effectivement l'homme lui-même qui est pris non seulement comme sujet de la connaissance, mais aussi comme objet de la connaissance. Il est à la fois sujet et objet. Et cela explique que nous sommes ici dans un champ d'investigation considérable, extrêmement confus à l'heure actuelle, mal débroussaillé, où même les questions de vocabulaire ne sont pas tranchées, puisqu'on parle tantôt de métapsychique, tantôt de parapsychologie, sans qu'une frontière bien caractéristique puisse séparer ces deux domaines. Cela va de la télépathie et des phénomènes de voyance jusqu'aux phénomènes physiques extraordinaires d'action à distance ou de lévitation, en passant par ce qu'on peut appeler, d'une façon peut-être un peu péjorative et tendancieuse, les acrobaties physiologiques des yogis. On en est au stade de l'expérimentation, et de l'expérimentation confuse, qui n'est évidemment pas reproductible, ce qui explique d'ailleurs beaucoup d'échecs publics. Les phénomènes sont mal délimités. En tout cas, on n'en est certainement pas au stade de l'interprétation, malgré un certain verbalisme en matière d'influence par ondes, plus ou moins cosmiques. On n'en est pas au stade donc de l'interprétation, on en est à peine au stade, je crois, de la définition. Aussi bien est-ce par ces questions de définition que nous allons commencer. Et nous nous sommes adressés aux deux personnalités les plus représentatives à ce sujet. D'abord le docteur Martini, président de l'Institut métapsychique international et directeur de l'école d'anthropologie, d'une part, qui est évidemment le meilleur spécialiste français de la métapsychique, et ensuite à Robert Amadou, qui fait autorité en matière de parapsychologie, non seulement par ses recherches personnelles, mais également par ses publications, puisqu'il a été longtemps le directeur de la revue La Tour Saint-Jacques, aujourd'hui malheureusement disparue. Docteur Martini, donnez-nous d'abord votre définition de la métapsychique. Le mot métapsychique a été inventé par Charles Richer au moment où des savants organisaient des recherches scientifiques sur des phénomènes inhabituels de la psychologie et même à cette époque un peu romantique de la recherche dans ce domaine pour signaler des phénomènes extraordinaires comme des apparitions de fantômes, d'ectoplasmes. Nous sommes très loin, pour différentes raisons, de ce moment-là, mais je dois dire que la croyance, et j'emploie exprès ce mot de croyance qu'avaient ces hommes de science, c'était de pouvoir aborder des contacts entre l'être vivant et des entités de l'au-delà. Et il est bien certain que cela n'est pas du tout notre position scientifique actuelle. Et la parapsychologie, c'est l'étude des pouvoirs inhabituels de l'homme. Si vous voulez, c'est un élargissement de la psychologie, c'est ce qui entoure la psychologie. Tandis que dans le mot métapsychique, il y a comme une espèce de saut dans l'au-delà. Si vous voulez, la parapsychologie étudie des phénomènes en deçà et par conséquent très différents de l'autre attitude. Certains chercheurs font une distinction un peu différente en classant dans la métapsychique les effets physiques et dans la parapsychologie les effets mentaux ou psychologiques. Nous allons demander à Robert Amadou quelle est sa position sur ce sujet. Le but que se propose la parapsychologie, c'est d'étudier d'une manière scientifique, de constater d'abord et d'expliquer ensuite, s'il se peut, un certain nombre de phénomènes que, pour des raisons culturelles, on a généralement gardés en marge des disciplines scientifiques, je ne dirais pas officielles, disons classiques ou disons habituelles. Cette parapsychologie, elle est née du spiritisme. Le spiritisme, au milieu du XIXe siècle, ayant mis en valeur, ou plutôt remis en valeur, un certain nombre de phénomènes, disons, extraordinaires ou étranges, qui avaient toujours existé, qu'on avait toujours tenu à l'écart, et qui là se trouvaient remis au premier plan de l'actualité,
ces phénomènes étaient présentés comme étant dus à l'action d'esprit, c'est-à-dire d'âmes désincarnées, de personnages de l'au-delà. La recherche psychique d'abord, comme on a dit en Grande-Bretagne et dans le monde anglo-saxon, et ensuite la métapsychique, comme on a dit dans le monde latin, se sont proposés d'étudier ces phénomènes et ont pris pour hypothèse de travail ou pour théorie générale, une théorie générale différente de celle du spiritisme, c'est-à-dire qu'il s'agissait de phénomènes naturels qu'il fallait tenter de constater et tenter surtout d'expliquer à partir d'hypothèses non surnaturalistes. Alors on s'est livré à un certain nombre d'observations, un certain nombre d'expériences, expérimentations dans un sens très large, sur de nombreux phénomènes de ce genre. On a étudié les maisons hantées, la radiesthésie, les tables tournantes, on a étudié ce qu'on appelait le fluide, on a étudié les grands médiums, on a étudié aussi des cas spontanés rapportés dans les annales ou rapportés sur le champ de télépathie, de voyance. On a étudié des personnages qui se prétendaient particulièrement doués pour la télépathie ou pour la voyance. Le bilan de ces recherches est loin d'être négatif. Il est positif d'abord en ce sens qu'il a permis d'éliminer un certain nombre de phénomènes, ou du moins dans un bon nombre de manifestations, de montrer que ces phénomènes n'étaient pas dus à des causes, disons, paranormales, mais étaient dus à des causes tout à fait normales, telles que l'illusion, telles que des raisonnements conscients ou inconscients, telles que des fraudes, ou bien souvent l'action du hasard. S'agit-il là du seul point de vue en matière de parapsychologie ? La métapsychique et la parapsychologie, je le répète, sont un champ d'investigation considérable. Et les quelques restrictions que vient de faire Robert Amadou à la métapsychique, restrictions qui sont évidemment fort légitimes, ne seraient pas acceptées néanmoins sans restriction par les chercheurs de l'Institut métapsychique international que dirige le docteur Martini. Je tiens à les nommer. Il y a Robert Tocqué, ingénieur Robert Tocqué, qui a publié l'an dernier un bilan du surnaturel qui est un recensement exhaustif des phénomènes métapsychiques. Il y a le docteur Jean-Barry de Bordeaux, il y a monsieur Loussato qui lui alors pousse l'interprétation jusqu'aux confins des conquêtes de la physique moderne et notamment des théories de Costa de Beauregard. Cet ensemble de chercheurs se trouve évidemment devant des problèmes et devant des énigmes très difficiles à résoudre. Il y a notamment le problème des médiums. Je sais par exemple que Robert Amadou ne croit pas tellement à l'existence des médiums. Et d'une façon générale, on constate effectivement une certaine disparition des médiums. J'ai posé la question à ces chercheurs de savoir pourquoi les médiums avaient tendance à disparaître. Je ne vous cache pas que Robert Amadou, lui, très spontanément me dit, c'est bien simple, c'est parce qu'on a inventé des lampes à infrarouge qui, en permettant de photographier dans l'obscurité, découragent les médiums de se livrer à leurs pratiques et à leurs fraudes. Si vous voulez, monsieur Abellio, vous appelez médium quel genre de gens exactement ? Ce sont ces gens très réceptifs aux influences indéfinies, n'est-ce pas, du spiritisme, si vous voulez, aux influences extérieures,
qui sont capables de servir de canal à ces influences et de transcrire sous forme de messages ou sous forme de matérialisations ectoplasmiques un certain nombre de phénomènes. Eh bien, évidemment, c'est resté très contesté, sinon très contestable. Et là, vous avez toutes les possibilités, parmi les chercheurs, toutes les possibilités de conclusion. Les uns, comme Robert Amadou, ont tendance à nier l'authenticité en général de ces phénomènes-là, et je le répète en disant que la fraude est devenue difficile à cause des lampes infrarouges, ce qui explique la tendance à la disparition des médiums. Dr Martini, lui, plus simplement déclare que la plupart des médiums étaient des Slaves et que depuis la construction du rideau de fer, ils ont moins tendance à venir chez nous. En ce qui me concerne, je ne chercherai pas de raison si générale. Je crois plutôt que c'est une mode qui s'est emparée des phénomènes de médiumnité à un certain moment et que cette mode est un peu épuisée. Mais au contraire, notre interlocuteur là présent, Michel Paubers, lui croit foncièrement à l'existence et à l'authenticité des médiums. Je présente Michel Paubers à qui nous allons poser la question des médiums. Je le présente, c'est un chercheur américain. Michel Paubers est un chercheur de longue date et qui a dirigé aux États-Unis tout un consortium de journaux français consacrés à ces questions et qui se trouve avoir été surtout chargé par les sociétés de parapsychologie des États-Unis d'une enquête qui a duré 3 ans à Haïti et à la Jamaïque. Il est par conséquent un très grand connaisseur des phénomènes vaudous, par exemple. Michel Paubers, racontez-nous vos expériences pendant ces 3 années. Je consacrais 3 ans à une série d'enquêtes. J'ai commencé par une série d'observations des phénomènes paranormaux dits spontanés, à Haïti, dans certains pays africains aussi. J'ai poursuivi après mes études dans les laboratoires, celui de Rhine, à la Duke University, en Caroline du Nord, d'autres centres en Angleterre et en Suisse. Ensuite, je me suis intéressé aux études psychanalytiques de la médiumnité et des phénomènes paranormaux. J'ai eu l'occasion de travailler surtout avec l'école de Jung, à Zurich. Enfin, j'ai effectué un certain nombre d'enquêtes rapides, mais assez pittoresques. Il s'agissait d'examiner des médiums, des cas précis de clairvoyance, des maisons hantées ou des guérisons paranormales. Tout ce travail m'a pris environ 3 ans. Je crois qu'il ne faut pas mépriser ni sous-estimer l'importance de la révolution que le professeur Rhine a apporté dans tout ce domaine des études métapsychiques ou parapsychologiques. Rhine a été le premier à introduire dans l'étude des phénomènes paranormaux une méthode scientifique orthodoxe, les calculs des probabilités, la statistique, le film, le magnétophone, tout l'appareil de l'investigation scientifique moderne. Je ne sais plus quel écrivain anglais disait que les recherches psychiques, comme les chauves-souris aiment la pénombre. Rhine a été le premier à placer ses recherches en plein jour. On l'a beaucoup critiqué parce que les statistiques sont toujours discutables. On l'a critiqué aussi parce que certains pouvaient s'interroger si les calculs des probabilités, si la mathématique peut évaluer ou expliquer le phénomène paranormal. Il reste néanmoins vrai qu'un nouveau départ a été donné, que si aujourd'hui une dizaine ou une quinzaine de grandes universités autorisent ou tolèrent la recherche parapsychologique, c'est incontestablement à Rhine qu'on le doit. Les observations dans les pays sous-développés, parmi les peuples primitifs, on voit des choses étranges, on voit des choses curieuses et beaucoup de choses inexplicables. Les impressions peut-être les plus profondes que j'ai rapportées, c'est à Haïti et dans les Antilles britanniques que je vous ai réunis. Haïti, j'y ai participé, assisté à un certain nombre de cérémonies voodoo au cours desquelles certains phénomènes paranormaux indiscutables pouvaient être enregistrés.
je ne parlerai pas des esprits ni des interventions des puissances extraterrestres auxquelles les Haïtiens, eux, croient fermement. Mais on peut parler d'une sorte de physiologie paranormale. Il est certain que les sauts, disons, d'une possédée au cours d'une cérémonie vaudou ressemblent beaucoup à la lévitation. On voit des enfants possédés dont l'attitude, dont les gestes, dont les comportements physiques contredit toutes nos notions, toutes nos idées sur la physiologie, les comportements normaux du corps humain. Dans les Antilles britanniques, on voit des choses très curieuses, surtout chez les sorciers, chez les praticiens de cette magie primitive qu'on appelle Obia. On voit aussi des très curieux exemples de la télépathie primitive. Jean Cocteau a cité l'une de mes observations, par exemple à la Jamaïque. J'ai vu une vieille mulâtresse qui confiait à un arbre, à côté de sa hutte, toutes sortes de messages, essentiellement pratiques, à l'intention de ses enfants qui allaient à l'école à une dizaine de kilomètres de là. Elle leur disait de s'arrêter dans une épicerie chinoise et de lui rapporter 2 livres de riz. Et les enfants, effectivement, passaient par l'épicerie chinoise et rapportaient ces 2 livres de riz. Lorsque j'ai interrogé cette vieille mulâtresse, comment le faisait-elle? Pourquoi avait-elle besoin de cet arbre? Comment expliquait-elle ces communications? La vieille femme fut très irritée et m'a dit, que voulez-vous, si j'étais riche, j'aurais un téléphone. L'essentiel, je crois, dans toutes ces recherches, c'est d'éviter la théorie. C'est de se concentrer sur l'observation et l'analyse des faits. Or, il faut bien dire que ce qui tente, surtout les observateurs, c'est la théorie générale, c'est l'explication globale des faits. On observe de moins en moins. On observe avec une idée préconçue. Je crois qu'il faudrait donner une impulsion nouvelle à la recherche parapsychologique. Monsieur Paubers nous a parlé surtout du domaine de la recherche. Mais en France, Monsieur Abellio, où en est-on dans ce domaine? Bien, en France, la recherche est purement privée, malheureusement, tandis que nous assistons aujourd'hui dans le monde entier à une recherche, comment dirais-je, aidée par les pouvoirs publics. En Russie, par exemple, c'est le professeur Vassiliev, professeur de physiologie à Moscou, qui fait des recherches qu'on connaît bien maintenant sur la télépathie. On a parlé aussi des recherches officielles des Américains par l'intermédiaire du sous-marin Nautilus. Oui. La nouvelle n'a pas été confirmée, mais néanmoins, elle est plausible. Parce qu'aux États-Unis, d'ailleurs, M. Paubers vient de le dire, il y a des universités entières qui se consacrent. La Duke Université de Caroline du Nord, où travaille le professeur Ryan, qui se consacre à des études systématiques sur la télépathie. Il y a des universités à Utrecht, à Montevideo, à Fribourg-en-Brisgau, à Pittsburgh, même à Buenos Aires, qui donc poursuivent la recherche. En France, il n'y a pas d'université. En France, il n'y a pas d'université, il n'y a qu'une recherche privée, n'est-ce pas, notamment, je vous le répète, l'Institut Métapsychique International,
qui va publier dans quelque temps des choses très intéressantes, du docteur Jean-Barry de Bordeaux. Mais ce qu'on peut ajouter à ce que vient de dire Michel Paubers sur l'esprit même de la recherche parapsychologique, c'est quand même important. Je voudrais dire à ce sujet deux choses. La première, c'est que je lui donne entièrement raison lorsqu'il dit qu'il ne faut pas passer trop tôt au stade de l'interprétation. Nous en sommes à peine au stade du dénombrement des faits et de leur vérification, n'est-ce pas? Nous sommes au commencement de quelque chose, au balbutiement d'une science, comme était balbutiante la chimie avant Lavoisier, si vous voulez, et où le dénombrement des faits et leur expérimentation, leur reproduction, était évidemment la chose la plus importante avant qu'on essaye de passer à la théorie atomique. À la théorie atomique, bien entendu, ou même simplement à la conception des lois. Et la deuxième chose, c'est aussi un certain esprit critique par rapport à la recherche statistique, sans prétendre justement aller dans le domaine de l'interprétation à ce sujet-là. Je crois quand même qu'il ne faut pas trop s'exciter sur la recherche statistique. Oui, vous avez déjà dit ici même d'ailleurs que la statistique est mutilante. Justement, n'est-ce pas? Nous avons vu pour l'astrologie que la statistique est la meilleure et la pire des choses, n'est-ce pas? Elle est extrêmement difficile à interpréter. Autrement dit, elle donne des présomptions pour, elle ne donne jamais de preuves contre. Oui. En tout cas, elle ne sert à rien en ce qui concerne les contradicteurs. L'expérience est maintenant bien prouvée. Rhein a eu l'immense mérite, n'est-ce pas, de poursuivre des centaines de milliers d'expériences à l'aide des fameuses cartes de Zener, n'est-ce pas? 5 jeux de cartes qu'on faisait lire à un agent dans un certain endroit et que le percipient, louant de lui, ou en tout cas isolé de lui, devait ensuite télépathiquement essayer de reproduire. Et effectivement, la statistique a prouvé que le pourcentage de réussite dépassait de loin la chance minimum. La chance minimum donnée mathématiquement par le calcul des probabilités. Néanmoins, ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien. D'abord, il y a eu un effet de déclin, bien connu en ces matières, en matière de sciences humaines, et d'autre part, pour des raisons même d'ailleurs mathématiques, ces statistiques ont fait l'objet de contestations très fortes en Grande-Bretagne. Mais je crois qu'on peut toujours rétorquer à ceux qui nient la réussite de telles expériences que forcément la corrélation statistique même, comme nous l'avons dit en matière d'astrologie, est très difficile à établir a priori, n'est-ce pas? Et on peut toujours dire que le couple de l'agent et du percipient qui était en jeu dans une telle expérience, si elle a raté, n'était pas un couple qui est pertinent, n'était pas un couple qui allait bien, n'est-ce pas? Une mère et un fils, un fiancé et une fiancée, s'ils s'aiment beaucoup, constituent un thème télépathique bien meilleur, bien entendu, qu'un couple de personnes indifférentes l'une à l'autre, n'est-ce pas? Bien entendu. Je tiens à faire cette observation quand même, qui est une observation méthodologique, si vous voulez, pour empêcher des jugements trop rapides. Ceci dit, je crois quand même qu'il faut maintenant questionner Robert Amadou sur son interprétation, alors non pas, encore une fois, de ses recherches, mais sur leur portée philosophique. Conséquences philosophiques de la parapsychologie, c'est-à-dire de la réintroduction dans notre ensemble de connaissances des faits réputés paranormaux, cette rentrée par une petite porte, par la porte de la méthode des tests, par la porte d'une méthode qui fait appel à la statistique, peut avoir des conséquences tout à fait bouleversantes. Et là, je crois qu'il faut d'abord répudier une apologétique extrêmement simpliste et qui s'exerce dans deux directions différentes, c'est-à-dire dans la direction matérialiste ou dans une direction spiritualiste, ou plus exactement pseudo-spiritualiste. Il y a aux États-Unis une certaine tendance qui consiste à dire, et je ne crois pas caricaturer en employant des expressions aussi banales, qui consiste à dire que l'existence de la télépathie prouve l'existence de l'âme et par conséquent du spiritualisme, d'où l'on tire d'ailleurs volontiers un certain nombre de conséquences d'ordre politique. En revanche, en Union soviétique, on pose en principe que si les phénomènes d'ordre parapsychologique existent, ils doivent être explicables selon des mécanismes d'ordre matériel et qu'on ne saurait en tirer d'autres conclusions que des conclusions d'ordre matérialiste. En somme, il y a une réduction de ces phénomènes qu'on attribue à des causes surnaturelles ou qu'on attribue de l'autre côté de l'Atlantique à des causes métaphysiques, à des phénomènes matérialistes. Bref, dans un cas comme dans l'autre, on se dit, voilà, je le disais, une apologétique extrêmement simpliste. Je crois que du point de vue philosophique, ça n'est tout simplement pas sérieux du tout. Ce qui me paraît beaucoup plus sérieux, c'est de constater que le processus par lequel notre culture a été amenée à ignorer les faits réputés paranormaux et témoigne encore actuellement d'une telle méfiance à l'égard de la parapsychologie est un processus très général dont ce phénomène n'est qu'un aspect particulier. C'est un phénomène où
une certaine tendance rationaliste, une certaine orientation rationaliste de notre connaissance a conduit à sous-estimer, voire à nier toute une partie de l'homme, toute une dimension ou peut-être même toute une série de dimensions de l'homme. C'est une tendance qui a amené en conséquence à négliger toutes sortes de modes de connaissance et d'action de l'homme et, par voie de conséquence aussi, tout un aspect du réel avec lequel ces modes de connaissance et d'action permettaient à l'homme d'entrer en contact. Robert Amadou, par conséquent, selon vous, les phénomènes parapsychologiques, en ajoutant à la connaissance de l'homme, permettent d'accéder à un plan supérieur de connaissance tout court, qui serait le plan, ce qu'on appelle communément le plan du symbolisme. Cette tendance, c'est celle qui a sous-estimé l'imagination et l'imaginaire, qui a sous-estimé les symboles. Au profit d'une raison mutilée, tyrannique, on a nié l'imagination, ou du moins on a nié la forme la plus haute de l'imagination pour ne plus la considérer que dans son aspect dégradé de maîtresse d'erreur et de fausseté. On a aussi voulu ignorer, par une sorte d'iconoclasme, la valeur des symboles, entendus dans leur sens le plus plein. Ces symboles, on les a tantôt ignorés, d'autres fois on les a réduits, comme dans le cas de la psychanalyse ou de certaines écoles actuelles de sociologie, et même lorsqu'on a tenté de réhabiliter le symbole et la méthode symbolique, ça a été cependant pour en faire une sorte de petit quartier réservé. Lorsqu'un Bachelard, par exemple, a essayé de réhabiliter le symbole, il a toujours insisté sur le divorce qui existait entre l'imagination et la science objective. Il est certain que la vision qu'un Bachelard a proposée de l'alchimie est totalement inacceptable par un alchimiste, car il s'agit pour Bachelard d'une sorte de rêve auquel il reconnaît de très belles qualités poétiques, et en cela il n'a certainement pas tort, mais auquel il refuse en quelque sorte toute valeur objective. Il y a là, chez Bachelard, une affirmation du divorce entre l'imagination et la science objective, de même qu'il y a chez Jung une affirmation du caractère strictement psychologique de ces phénomènes. Bien sûr, Jung prétend qu'il n'en étudie que la trace psychologique et il se refuse de se prononcer sur leur existence objective, mais on est tenté de sous-estimer et parfois d'ignorer la réalité de leur existence objective dans la mesure où précisément on se cantonne à en rechercher la trace ou en quelque sorte la projection sur le plan psychologique. En revanche, à côté de cette ignorance des symboles, à côté de cette réduction des symboles dont la psychanalyse freudienne fournit un bon exemple, à côté de cette semi-réhabilitation dont Bachelard et Jung fournissent un exemple pour leur part, il y a une réhabilitation totale qui a été tentée et je pense en bonne partie réussie par des auteurs aussi différents mais aussi convergents sur ce point que René Guénon, Mircea Eliade ou Gilbert Durand ou l'équipe des cahiers internationaux du symbolisme. Cette réhabilitation vise à restituer au symbole, au mot symbole et à la réalité du symbole toute sa plénitude, à se rendre compte que le symbole n'est pas un signal, n'est pas une allégorie, mais qu'il est une épiphanie du sacré, qu'il est un moyen de médiation pour l'homme qui s'en saisit par l'imagination et qui s'en saisissant pénètre grâce à lui jusqu'à un univers d'images archétypiques.
Raymond Abellio, tout à l'heure, nous parlions de phénomènes qui entrent dans le cadre de ces phénomènes paranormaux. Or, dans un livre, si je me souviens bien, dans la fosse de Babel, vous parlez énormément de radiesthésie, la radiesthésie de Enel. S'agit-il là d'un phénomène paranormal ou au contraire de quelque chose de totalement différent ? Ce n'est pas un phénomène physique au sens de la physique habituelle. Non, ça on peut le dire. Enel, il faut d'abord parler de Enel, est un ancien colonel russe, émigré en Égypte au moment de la révolution bolchevique, colonel Skariatine. Il est mort il y a quelques années à Glion-sur-Montreux en Suisse. Enel n'était pas un radiesthésiste, c'était essentiellement un égyptologue. Il a fait de la radiesthésie égyptienne que par surcroît, en quelque sorte. Mais il a mis le doigt sur un phénomène bien connu, qui est celui de la radiation des formes. La radiation des formes, c'est, si vous voulez, le phénomène qui résulte du fait qu'une forme déterminée émet une onde, j'emploie le mot onde évidemment d'une façon extrêmement imprécise, émet une onde déterminée qui a une action particulière. Et qui précise la forme de départ. Et qui a une action particulière sur l'individu humain, n'est-ce pas? Par exemple, il avait constaté que la pyramide, ça c'est un phénomène bien connu, la forme de la pyramide de Khéops, n'est-ce pas, la grande pyramide, a une action de momification sur la matière vivante, sur le jaune d'œuf, sur la chair de poisson, sur la viande animale, etc. Et il avait également constaté et longuement expérimenté le fait que les 3 hémisphères qui constituent le toit de la chambre du roi à l'intérieur de la pyramide, émettent une radiation, il appelait ça une radiation de forme, évidemment qui n'est pas mesurable par des instruments physiques ordinaires, et cette radiation, selon lui, guérissait le cancer ou en ralentissait en tout cas le processus. Et incontestablement, il a publié des résultats d'expériences effectuées au Caire vers la fin des années 40 et le début des années 50, expériences qu'il a ensuite poursuivies à Glion en Suisse lorsqu'il a quitté l'Égypte vers 1952 ou 53, au terme expériences selon lesquelles, effectivement, il avait obtenu sur le cancer des résultats assez extraordinaires. On prenait une goutte de sang du patient sur un buvoir blanc et on l'exposait au rayonnement, j'emploie le mot rayonnement évidemment de cette façon imprécise de tout à l'heure, au rayonnement de ces trois hémisphères superposés. Et on constatait à ce moment-là une diminution de la douleur et même quelquefois sa suppression et un ralentissement du processus de cancérisation. Mais là aussi, voyez-vous, et c'est pour ça que vous avez eu raison de me poser la question, il y avait un effet de déclin. Raymond Abellio, je suis allé personnellement dans la Grande Pyramide et lorsque je suis rentré, vous savez qu'on n'y pénètre que difficilement à travers des petits escaliers et même des planches inclinées, on a une impression d'écrasement total. Peut-être parce qu'à l'avance, je connaissais la masse de la Grande Pyramide qui était au-dessus, à gauche, à droite, devant, derrière moi, et qui semblait m'écraser psychiquement. C'est une impression. J'ai eu la même impression, je dois dire, dans la chambre du roi d'ailleurs aussi. Oui. Bien, mais ne pensez-vous pas que toutes les radiations qui existent en dehors, soit à la surface du sol, soient absorbées par cette énorme masse de pierres, savamment assemblées les unes contre les autres, et que justement, cette absence de radiation ne provoque pas les sensations que vous venez de décrire. Si vous voulez, ça ne serait plus de la radiesthésie, mais de l'anti-radiesthésie au sens où il n'y aurait plus rien à déceler. Remarquez, il s'agit de la forme de la pyramide, n'est-ce pas? Chez Enel, il s'agissait de 3 hémisphères en ivoire, n'est-ce pas? Ou de la forme même, modèle réduit de la pyramide en question pour ses effets de momification ou d'arrêt du processus de cancérisation. C'est valable dans n'importe quel cas, c'est une question de forme. Incontestablement, la pyramide en elle-même, cette énorme masse de pierre, était un réservoir énergétique, n'est-ce pas? Qui prenait des énergies de la Terre, les renvoyait vers le ciel et réciproquement, n'est-ce pas? C'était un accumulateur d'énergie. Tout au moins peut-on l'interpréter ainsi comme le font aujourd'hui ceux qui parlent du tantrisme égyptien, si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, et c'est là ce que je tenais à dire, pour rattacher ces expériences de radiesthésie à la philosophie générale de cette émission, l'individu Enel était un élément capital de l'expérience. Et je dois dire d'ailleurs que ces cahiers d'expérience ont été dans une certaine mesure disséminés, mais à l'heure actuelle, on considère, tout au moins les chercheurs qui, je crois, continuent à essayer de retrouver et de continuer plus exactement les expériences de Enel, ont de très grosses difficultés, parce que Enel n'a jamais caché à ceux qui sont allés chez lui essayer d'imiter ou apprendre auprès de lui le processus de ces expériences, il n'a jamais caché que le coefficient personnel était capital, n'est-ce pas? Donc le sujet, là aussi, intervenait comme il intervient en alchimie, comme il intervient en astrologie, comme il intervient partout. En radiesthésie, si vous voulez, en conséquence, le sujet est capital et n'est pas sourcier qui veut. N'est pas sourcier qui veut, il faut être un réceptacle de ces forces, n'est-ce pas, de cette transmission de forces indéfinies, n'est-ce pas, indéterminées, qu'on ne connaît pas bien, et incontestablement, on est un médium, n'est-ce pas? On revient en termes de médium. On revient en termes de médium, en ce sens que cette radiesthésie de Enel est un phénomène paranormal, n'est-ce pas?
Et de même d'ailleurs, je voudrais dire, pour terminer cette émission, en matière de divination, c'est pareil, n'est-ce pas? Même la divination qui paraît être, comment dirais-je, la plus conduite selon certaines normes, certaines règles objectives ou apparemment objectives, contient en réalité des éléments subjectifs considérables. Et je ne voudrais pas, justement, terminer cette émission sans parler du Wiking, n'est-ce pas, le livre de divination chinois, qui n'est d'ailleurs pas un simple livre de divination, ce serait un contresens total que d'en faire simplement un instrument de pratique divinatoire, c'est essentiellement un livre de sagesse. C'est un livre de divination, d'accord, mais c'est surtout un livre de sagesse intégrant la divination. Quand vous dites divination, de quoi parlez-vous exactement? Eh bien, vous savez que le Wiking est un livre de recettes, n'est-ce pas, qui est basé sur ce qu'on appelle les hexagrammes de Foy. À partir de 50 baguettes que manie l'expérimentateur, on arrive par un certain nombre de manipulations bien réglées, selon des règles parfaitement claires et définies, n'est-ce pas? On arrive à obtenir un certain nombre. Ces nombres, il s'agit surtout d'écarter certaines baguettes et d'en retenir d'autres, de faire des opérations qui sont de simples additions et de simples soustractions. On arrive ainsi à déterminer ce qu'on appelle les hexagrammes de Foy, c'est-à-dire un certain nombre de combinaisons entre le principe masculin et le principe féminin, comme dans le yin-yang. On associe ce principe mâle et ce principe femelle, ce yang et ce yin, selon 6 permutations possibles, n'est-ce pas? Donc, un hexagramme de Foy comprend 6 traits mâles ou femelles, ou alterner, mâle et femelle, ou mélanger. Les différentes combinaisons de mâle et de femelle qu'on peut faire avec 6 facteurs. En tout, il y a 64 combinaisons possibles qui donnent une image complète du système du monde. Sur chacun de ces hexagrammes obtenus donc par ce procédé opératoire, on procède à ce qu'on appelle la transformation ou la mutation, en transformant les traits jeunes en traits vieux. Et en changeant leur polarité. Voyez en quoi on a 2 hexagrammes qui servent de base à une sorte de consultation sibylline, extrêmement poétique dans le genre surréaliste, si vous voulez, mais extrêmement profonde et évocatrice, n'est-ce pas? Bien entendu, c'est très beau comme texte, et moyennant quoi, l'expérimentateur tire des conclusions sur la question qu'il a posée. Cette question s'entoure évidemment d'un certain nombre de manipulations, de gestes magiques, d'invocations, etc., dans une attitude et dans une ambiance particulière, et il y a incontestablement là un phénomène paranormal, n'est-ce pas? Ce que je voudrais dire simplement, c'est que vous êtes à la jonction d'un sujet qui en effet est un magicien, si vous voulez, puisqu'il a pratiqué selon des règles de magie, mais quand même qui pratique également selon un processus parfaitement objectif que n'importe qui peut répéter. Or, on peut évidemment discuter de la validité des résultats obtenus. Il n'empêche que les hexagrammes de Foy ont servi de base à la politique chinoise pendant des milliers d'années, puisque ça se perd dans la nuit des temps, n'est-ce pas? Et les plus grands chercheurs occidentaux, tenez par exemple Jung, attachaient une importance considérable au Wiking. En ce qui me concerne, je suis obligé de dire que j'ai essayé par des voies que je appellerais philosophiques ou phénoménologiques rigoureuses. J'y suis retombé dessus sans le vouloir, n'est-ce pas? Mais par des voies phénoménologiques rigoureuses, je suis également arrivé dans ce que j'ai appelé la structure absolue, à ces 64 combinaisons. Je vois là une parenté qui n'est absolument pas fortuite. Autrement dit, je crois avoir, en ce qui me concerne, retrouvé un mode de reconstitution phénoménologique, c'est-à-dire rigoureux, selon la façon occidentale de penser, de cet ensemble des 66 pakwa, des 64, pardon, pakwa, des 64 hexagrammes. Moyen génétique de concevoir l'existence et la transformation d'une situation donnée, par conséquent de faire une réponse prospective à une question qu'on pose, à un problème qu'on pose. Ceci est capital, mais là aussi, vous avez la rencontre d'un sujet et d'un objet. Et incontestablement, il faut choisir le moment de la consultation. On se sent pénétré d'une sorte de transe, incontestablement. Même moi qui ne suis pas du tout un médium, n'est-ce pas, qui ne me fait pas du tout l'impression d'être particulièrement sensible à certaines influences compliquées, n'est-ce pas, indéterminées, ou nébuleuses, plus exactement. Lorsque j'ai procédé avec mon ami Raymond de Becker, qui a fait un livre sur le Wiking, n'est-ce pas, il y a vers 1955 ou 56. Lorsque j'ai procédé avec lui à certaines consultations, j'ai eu réellement l'impression d'être pénétré par des influences étranges, c'est le moins que je puisse dire. Il y a là par conséquent, incontestablement, un phénomène où la subjectivité de l'opérateur va à la rencontre d'une structure objective aussi rigoureuse qu'on peut le souhaiter, car ces opérations-là sont d'une structure rigoureuse. C'est presque mathématique comme c'est mathématique, c'est absolument mathématique. Alors, j'avoue que je suis amené à conclure,
d'une façon évidemment vague, en parlant d'une certaine polarisation dans laquelle on se glisse, n'est-ce pas? C'est comme si l'espace contenait des canaux où préférentiellement notre esprit, n'est-ce pas, notre investigation spirituelle ou intellectuelle trouve plus de facilité pour se glisser et arrive ainsi à toucher à des vérités lointaines qu'elles rapprochent ainsi parce qu'elles sont d'un accès ainsi presque violé, n'est-ce pas, devenant plus facile par cette polarisation même de l'espace. Je sais que les mots polarité ou polarisation de l'espace sont des mots à la mode, que je commets ici le péché d'interprétation que j'interdisais au début de cette émission aux parapsychologues et aux métapsychistes de commettre, mais c'est un mot imagé, n'est-ce pas? Cette polarisation de l'espace, même des physiciens actuels commencent à l'employer, voyez-vous. Ce sera, si vous voulez, le dernier mot de cette émission. Voyez là aussi une sorte de convergence entre des recherches subjectives, qui on pourrait évidemment le bénéfice de l'étrangeté, mais en même temps aussi la difficulté, n'est-ce pas, du manque de rigueur, et les recherches alors objectives de la science officielle, qui auraient tort, selon moi, de méconnaître cette nouveauté, n'est-ce pas, qui s'ouvre vers des mondes inconnus. Vous venez d'entendre l'émission consacrée aux phénomènes paranormaux dans la série des sciences parallèles. Je vous rappelle que cette série vous a présenté successivement une émission consacrée à l'astrologie, une émission consacrée à l'alchimie et enfin aujourd'hui l'émission consacrée aux phénomènes paranormaux. Raymond Abellio et moi-même, nous espérons que vous avez été très intéressés par cette science ô combien marginale, nous vous l'avons répété tout au long de ces 3 émissions, et que vous serez satisfait en nous le faisant savoir, surtout si vous désirez qu'une suite soit donnée à ces émissions sur nos antennes, en particulier sur France Culture, une suite aux émissions consacrées aux sciences parallèles. Pour cela, je vous rappelle notre adresse, Les Sciences Parallèles, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e.